Les applaudissements ont retenti avant même que les mots ne m'atteignent. Ma mère a soulevé une pile de documents sous les lumières de la salle de réception et a déclaré, presque fièrement, « Nous leur donnons notre maison ». La salle a explosé de joie. Ma sœur pleurait, mon père rayonnait, et moi, je suis restée assise là, les doigts crispés autour d'une coupe de champagne qui me semblait soudain plus lourde que du plomb. Personne ne m'a regardé. Personne ne s'est souvenu de qui avait maintenu cette maison à flot pendant 5 ans. Je me suis dit de respirer, de sourire, de rester immobile. Mais au moment où ma mère a baissé ses papiers, quelque chose a basculé. Un déclic silencieux, net. Et ce silence n'allait pas durer. Je pensais autrefois que soutenir ses parents était simplement ce que font les enfants adultes. Pas de projecteur, pas d'éloge, juste un devoir plié soigneusement dans le rythme du quotidien. Il y a 5 ans, quand les heures de travail de mon père ont été réduites et que les articulations de ma mère se sont tellement raidies qu'elle pouvait à peine tenir un volant, le prêt immobilier est devenu un poids qu'il ne pouvait plus soulever. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connecté à ma banque et j'ai mis en place un virement permanent. Le premier mois a semblé lourd. Le deuxième a semblé nécessaire. Au 6e, c'était devenu une habitude, comme le ronronnement du réfrigérateur, constant, inaperçu, toujours là. Tous les 30 jours, à peu près à la même heure, mon téléphone vibrait avec une courte notification, paiement effectué. Pas d'appel de remerciement, pas de discussion. Parfois, ma mère mentionnait la chance qu'ils avaient que tout ne se soit pas effondré, et j'acquiesçais, sans lui rappeler que la chance portait un prénom et avait un IBAN attaché. Bien avant que je ne commence à payer les factures, le schéma était déjà établi. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents m'ont tendu une carte au petit déjeuner. Une enveloppe fine avec un billet de 50 € plié à l'intérieur. Ma mère a dit qu'ils étaient fiers de moi. Mon père m'a pressé l'épaule. Je n'en attendais pas plus. J'avais appris à attendre peu, à faire la paix avec le fait d'être la fiable. 2 ans plus tard, quand Chloé a obtenu son diplôme, ils ont organisé une fête dans le jardin avec des guirlandes lumineuses entre les arbres. Il y avait d'un gâteau scintillant, une sono louée et de la famille éparpillée sur la pelouse. Et à la fin, mon père a fait teinter une paire de clés devant elles, pincées entre 2 doigts pour qu'elles attrapent le soleil. « Ta voiture est dans l'allée », a-t-il dit. Tout le monde a applaudi. Chloé a pleuré contre sa poitrine. J'ai applaudi avec les autres, faisant semblant de ne pas sentir la différence s'installer en moi comme une pierre. Elle a toujours été la lumière, le rire, la promesse. J'étais l'organisatrice, la réparatrice, la silencieuse, les repas cuisinés, les trajets offerts, les erreurs nettoyées avant que quiconque ne remarque. Ma mère disait aux gens que j'étais facile à vivre, comme si c'était un compliment, comme si n'avoir besoin de rien signifiait n'être rien. Plus nous vieillissions, plus le déséquilibre devenait évident. Chloé papillonnait à travers de nouveaux passe-temps, de nouveaux emplois, de nouveaux copains. Mes parents l'appelaient matin et soir. Quand elle oubliait des échéances, ils arrangeaient les choses. Quand elle dépensait trop, ils lui faisaient un virement. Quand elle pleurait, le monde se réorganisait autour de ses larmes. Mais quand je couvrais discrètement leurs prêts immobiliers, quand je réorganisais mon budget, quand je renonçais à des voyages ou supprimais mes petits plaisirs, je n'osais pas me justifier. Ils ne se vantaient pas de moi. Ils ne demandaient pas comment je m'en sortais. Je suis devenue la poutre porteuse invisible d'une maison qui n'était même pas la mienne. Il y a des moments dont on ne réalise pas qu'ils sont des tournants avant des années. Des moments si petits qu'ils passent sans bruit. Pour moi, ce fut ce jour-là dans le jardin, regardant Chloé lever ses clés bien haut sous les acclamations. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine alors. Pas de la colère, pas encore, mais une prise de conscience. C'est ce jour-là que j'ai appris exactement où je me situais dans cette famille. 2 mois après le mariage, le monde semblait enfin redevenu calme. Je m'étais presque convaincue que l'annonce de la maison n'était qu'une autre blessure que je pouvais enfouir avec le reste. Puis Chloé m'a envoyé un message pour m'inviter à dîner. Décontractée, a-t-elle écrit, juste nous. Julien et moi nous sommes garés devant la maison, sa maison maintenant. La lumière du perron brillait chaudement contre le ciel du soir. À travers la fenêtre, j'ai vu ma mère ajuster une nouvelle paire de rideaux crème,
remplaçant les bleus qu'elle avait aimés pendant des années. La voix de Chloé flottait depuis la cuisine, vive et légère, comme si elle avait toujours vécu là. La table était déjà mise quand nous sommes entrés. Un rôti de bœuf, des petits pains frais, un match diffusé doucement à la télé dans la pièce d'Axe en grave côté. Mon père a salué Julien avec une tape joyeuse dans le dos, puis s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je me suis assise là où ils m'ont fait signe, entre Julien et mon père, comme je l'avais toujours fait, sauf que ce n'était plus leur maison. Ce n'était pas la mienne non plus. C'était la leur, le duo élu. Nous avons mangé en échangeant des banalités, des histoires sur leur voyage à l'île Maurice, les couleurs de peinture, les projets de Chloé pour le jardin. Elle parlait d'installer un brasero comme elle en avait toujours rêvé, ses mains dessinant de grands cercles excités. Ma mère la regardait comme on regarde le soleil se lever. Quand les assiettes ont été débarrassées, ma mère a croisé les mains et a jeté un coup d'œil à mon père. Un signal. Mon estomac s'est noué. Nous voulions vous parler, a-t-elle commencé, d'une voix douce et répétée. Ton père et moi avons réfléchi à nos prochaines étapes. Mon père a hoché la tête. Puisque la maison est à eux maintenant, nous avons besoin d'un endroit où rester, un endroit paisible. Ma mère a expiré doucement, comme pour adoucir quelque chose d'inévitable. Nous avons décidé que nous allons emménager dans ta résidence secondaire. Elle l'a dit comme on annonce des projets pour le week-end. Pas une question, pas une demande, une décision. Le silence s'est refermé sur moi. Chloé gardait les yeux sur son assiette. Julien a bougé à côté de moi, attendant. J'ai posé ma fourchette, l'alignant avec le bord de l'assiette. Mes mains étaient stables. Ma respiration était lente. À l'intérieur, quelque chose de familier s'est brisé. Pas le choc cette fois, juste la reconnaissance. Ils avaient déjà choisi ma place. Ils l'avaient toujours fait. Non, ai-je dit, une seule syllabe, calme mais solide. Ma mère a cligné des yeux. Quoi? Vous n'emménagez pas dans ma maison. La pièce a basculé dans l'immobilité. Ma chaise a raclé légèrement le sol quand je me suis levée, laissant la chaleur de la table derrière moi. La chaise est restée là, pleine un instant plus tôt, maintenant indéniablement vide. Le trajet du retour a été silencieux, mais pas de ce silence fragile qui menace d'éclater. C'était le genre de silence qui s'installe dans la poitrine, stable et sûr, marquant le moment exact où quelque chose en vous cesse enfin de plier. Julien n'a pas demandé à quoi je pensais. Il ne le fait jamais. Pas tout de suite. Il a juste gardé une main sur le volant, l'autre posée près de la mienne, assez près pour que je puisse l'attraper si je voulais. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'avais plus besoin du silence que du réconfort. Quand nous sommes rentrés, j'ai accroché mon manteau, enlevé mes chaussures et je suis allée directement à la salle de bain. J'ai ouvert le robinet, pris de l'eau froide dans mes mains et je l'ai pressée contre mon visage. Mon reflet me regardait, calme, presque trop calme, les yeux secs, la mâchoire serrée. Le genre d'immobilité qui vient après des années à avaler des tempêtes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement pris la serviette, tamponné mon visage et marché jusqu'à mon bureau. La lampe projetait un cercle de lumière étroit sur la surface. Mon ordinateur portable trônait au milieu, en attente. Je l'ai ouvert. L'écran s'est allumé. Première étape, bloquer leur numéro. Pas par méchanceté, par nécessité. Chaque cycle avec mes parents suivait le même schéma, limite posée, réaction violente, culpabilité, excuse, amnésie. Je ne pouvais plus me permettre cette boucle. Contact. Sélectionner. Bloquer. Les clics étaient sourds, presque doux. Une coupure nette déguisée en routine. Ensuite, sécurité. J'ai ouvert l'application de la résidence secondaire. Une épingle sur la carte. Une image miniature du perron. État du système, armé. J'ai renforcé les paramètres. Nouveau code d'accès, vérification en 2 étapes, alerte de mouvement plus strict. J'ai supprimé leur ancien accès. Puis j'ai configuré les notifications pour qu'elles arrivent directement sur mon téléphone et celui de Julien, sans délai. Après cela,
J'ai ouvert un dossier intitulé « Documents ». À l'intérieur, 5 ans de paiements hypothécaires. Pas des tableurs détaillés, juste des journaux simples, des confirmations mensuelles, des reçus de virement, de brèves notes griffonnées dans les marges. Quand mes parents appelaient pour demander de l'aide, je ne les relisais pas. Je n'en avais pas besoin. Les dates seules suffisaient. Elles formaient un motif, une forme, une vérité. J'ai compressé le dossier et les sauvegardé dans un endroit facile d'accès. Pas pour l'utiliser contre eux, juste pour rester honnête avec moi-même, pour me rappeler que rien de ce qui s'était passé n'était dans ma tête. Julien s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, me regardant calmement. « Tu veux en parler ?» a-t-il demandé. « Pas encore. » Il a hoché la tête, s'est décollé du cadre de la porte et a disparu dans le salon. Pas de soupir, pas de sentiments blessés, juste de l'espace, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai ouvert un autre onglet, un simple tableur. Pas une vengeance, un inventaire. Chaque obligation financière que j'avais portée pour mes parents. Les mois que j'ai couverts quand ils ne pouvaient pas gérer. Les fois où j'ai réorganisé mon propre emploi du temps, mon propre budget, mes propres plans. Pas pour comptabiliser une dette, mais pour en témoigner. Ligne par ligne, les chiffres apparaissaient propres, sans émotion. Quand ce fut fini, j'ai fermé la feuille. Je ne l'ai pas sauvegardée. Vers minuit, je me suis dirigée vers la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient au loin, floues et douces, comme si quelqu'un avait étalé de l'or à l'horizon. Les voitures passaient en bas, un bourdonnement constant montant à travers la vitre. Un rappel que le monde continue de tourner même quand vous vous arrêtez enfin. Julien m'a rejointe, posant une tasse de thé chaud sur le rebord de la fenêtre. Ses doigts ont effleuré les miens. « Ça va ?» a-t-il murmuré. « Je crois que oui. » Nous sommes restés là longtemps, sans parler, respirant simplement au même rythme lent. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je me sentais ancrée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'esprit clair. J'ai pris une douche, attaché mes cheveux et me suis habillée pour aller travailler. Mes mouvements étaient délibérés, chacun marquant le changement qui s'opérait tranquillement sous mes côtes. En sortant, je me suis arrêtée au tiroir près de l'entrée. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, un trousseau de clés reposait immobile, le double de mon appartement, mon bureau, et près du centre, la clé de la maison de campagne. J'ai pris la clé de la maison de campagne. Métal froid, bord tranchant, un simple morceau d'acier façonné, mais il portait 5 ans de responsabilité, de silence et d'efforts effacés. J'ai refermé ma main dessus, la tenant jusqu'à ce que l'empreinte s'incruste dans ma paume. Puis je l'ai replacée doucement dans le tiroir, presque cérémonieusement. Au travail, tout semblait plus net. Le bruit des claviers, le bourdonnement sourd des imprimantes, le doux murmure des conversations à travers les bureaux. Je me suis connectée, j'ai ouvert mes emails et j'ai travaillé sur mes campagnes avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Vers midi, mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai supprimé. Les limites ne fonctionnent que lorsqu'elles sont maintenues. Le temps passait en segments propres et calmes. La lumière de l'après-midi se déversait sur mon bureau. La journée avançait comme les journées étaient censées avancer. Quand je suis rentrée, Julien lisait sur le canapé. Je me suis assise à côté de lui, je me suis penchée en arrière et j'ai fermé les yeux. Ma poitrine s'est desserrée. Mes épaules sont retombées. Le calme en moi ne ressemblait plus à du vide. Cela ressemblait à de l'espace. Une limite n'est pas un mur. C'est une forme, une ligne, un choix. Et pour la première fois de ma vie, j'en avais tracé une pour moi-même. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai vérifié l'application de sécurité. Armé, stable, immobile. J'ai éteint la lampe, laissant la chambre plongée dans l'obscurité. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient brisé. L'appel est arrivé un mercredi matin, au beau milieu d'une réunion. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre, la vibration dérapant sur la table de conférence. J'ai baissé les yeux, m'attendant à une alerte de calendrier ou à un message de Julien. Au lieu de cela, un numéro inconnu remplissait l'écran. J'ai failli refuser jusqu'à ce qu'une deuxième vibration suive.
Plus forte, plus insistante. Je me suis excusée calmement et suis sortie dans le couloir. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Allô? Une pause, puis une voix officielle est posée. Ici la gendarmerie locale. Nous vous appelons concernant votre propriété à l'extérieur de la ville. Nous avons 2 individus ici qui prétendent être vos parents. J'ai pressé mon dos contre le mur, l'air frais poussant contre ma colonne vertébrale. Le gendarme a continué, ils ont utilisé une clé pour entrer. Le système d'alarme a signalé cela comme non autorisé. Nous avons besoin d'une confirmation de votre part. C'était là, la ligne finale arrivant non pas comme une métaphore, mais comme un fait. J'ai fermé les yeux. Ils n'ont pas la permission d'être là. Bien reçu. Voulez-vous venir à la propriété? Nous pouvons attendre. J'arrive. J'ai trouvé Julien à son bureau, pris mon manteau au dossier de sa chaise et dit, ils sont à la maison. Ses sourcils se sont froncés, mais il n'a pas posé de questions. Il a attrapé ses clés et nous sommes partis. Le trajet hors de la ville s'étirait, long et pâle sous un ciel couvert. Plus nous allions loin, plus cela devenait calme. Pas de circulation, pas de voix, juste le doux bruit des pneus sur l'asphalte et le changement occasionnel du vent dans les arbres. Je gardais mes mains jointes sur mes genoux, les pouces pressés l'un contre l'autre pour rester calme. Quand nous avons tourné sur le chemin de gravier menant à la maison de campagne, j'ai vu la voiture de gendarmerie en premier. Ses gyrophares ne clignotaient pas. Elle était immobile, comme un témoin en attente. 2 gendarmes se tenaient près du perron, et sur les marches, blottis à côté de 3 valises dépareillées, étaient assis mes parents. Ma mère a levé les yeux la première, ses yeux écarquillés, non pas de culpabilité, mais de soulagement, comme si j'étais celle qui avait le pouvoir d'annuler les conséquences. Dieu merci, a-t-elle dit en se levant rapidement. Dis-leur que c'est bon. Dis-leur que nous avons le droit d'être ici. Le gendarme s'est avancé. Madame, ce sont vos parents? Oui. Et ils n'ont pas la permission de rester sur la propriété? Non, dis-je, ma voix stable. Ils ne l'ont pas. Le visage de ma mère s'est effondré. Isabelle, ne fais pas ça. Nous n'avions nulle part où aller. Vous aviez une maison, ai-je répondu. Vous l'avez donnée. Mon père s'est levé lentement en brossant la poussière de sa veste. Nous n'avons pas commis d'effraction, dit-il, agacé. Nous avons utilisé la clé que tu nous as donnée. Cette clé était pour les urgences, ai-je dit, pas pour emménager. Un silence s'étira finement. Le gendarme s'est raclé la gorge. Nous pouvons les escorter hors de la propriété. Si vous voulez porter plainte pour violation de domicile, nous enregistrerons la plainte. Ma mère a haleté doucement. Tu n'oserais pas. Pendant un instant, le monde a ralenti. Les arbres se figeant dans le vent, le gravier crissant sous nos pieds, l'air froid se resserrant entre nous. Je pouvais entendre ma propre respiration. Je l'ai regardée. J'ai vraiment regardé la déception qu'elle portait comme une armure. À l'attente que je plie comme je l'avais toujours fait, à la certitude que je céderais parce que j'étais la responsable. Mais je ne pliais plus. Je ne porte pas plainte, dis-je calmement. Mais ils ne peuvent pas rester ici. Le soulagement a vacillé sur son visage trop rapidement. Le gendarme a repris la parole. Nous allons les emmener à la gendarmerie pour quelques heures. Ils pourront organiser leur transport depuis là-bas. Ma mère s'est tournée vers moi alors, non pas avec gratitude, mais avec fureur. Tu es incroyable. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Julien s'est avancé légèrement devant moi, pas comme un bouclier, mais comme un rappel que je n'étais pas seule. Les gendarmes ont guidé mes parents vers la voiture de patrouille. Les valises sont restées sur le perron comme des pensées abandonnées. Une camionnette de serrurier est arrivée peu après. Il a hoché la tête poliment, a remplacé les serrures, m'a tendu les nouvelles clés. Métal, froid, solide. Je les ai mises dans ma poche. Quand la voiture de police s'est éloignée, la poussière s'est soulevée du sol, dérivant dans la lumière de fin d'après-midi. La maison derrière moi était calme, intacte, exactement comme je l'avais laissée. J'ai verrouillé la porte moi-même avant de partir. Le clic a résonné proprement. La justice n'a pas besoin de bruit.
Elle n'a besoin que de clarté. Le matin après l'appel de la police, le monde semblait étrangement léger. Je me suis réveillée avant l'alarme, l'appartement encore sombre, la ville pas encore tout à fait éveillée. Pour la première fois depuis longtemps, ma poitrine ne semblait pas serrée. L'air entrait et sortait doucement, comme si quelque chose en moi s'était tranquillement déverrouillé pendant la nuit. J'ai fait du café et je me suis tenue près de la fenêtre, regardant la lumière matinale baigner les immeubles. La ville semblait plus douce le matin, les contours, les couleurs floues, tout semblait un peu moins exigeant. Julien m'a rejointe, sa main effleurant la mienne alors qu'il attrapait sa tasse. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Plus tard ce jour-là, ma cousine Jessica a appelé. Elle parlait prudemment, consciente qu'elle marchait sur un champ de mine. Elle m'a dit que mes parents avaient essayé de retourner chez Chloé, que Chloé avait refusé de les laisser entrer. Qu'ils louaient maintenant un petit appartement en périphérie de la ville, ma mère ayant repris le travail à temps plein pour couvrir les dépenses. J'ai écouté sans réagir, non par froideur, juste avec distance, le genre qui vient après des années apporter quelque chose de lourd et à le poser soudainement. Ce soir-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal de ma mère. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. Elle disait qu'ils avaient fait des erreurs, qu'ils voulaient parler, qu'ils espéraient que je pourrais leur pardonner un jour. Je ne l'ai pas supprimé, mais je ne l'ai pas ouvert non plus. Certaines excuses ont besoin d'espace avant de pouvoir être entendues. Après le dîner, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la plateforme de location saisonnière. Les photos de la maison de campagne sont apparues. Fenêtres ensoleillées, sol propre, chambre calme. C'était bon de la regarder sans colère, juste en la voyant comme la mienne, un endroit dont je pouvais choisir quoi faire. J'ai ajusté quelques détails, cliqué sur « Publier l'annonce » et fermé l'ordinateur. Quand j'ai éteint la lumière, l'appartement s'est installé dans un calme feutré. Pas vide, juste calme. Parfois, la liberté n'est pas bruyante. Parfois, c'est l'absence d'être nécessaire pour de mauvaises raisons. Les limites ne sont pas des punitions. Elles sont la forme silencieuse du respect de soi, la ligne entre ce que je porte et ce que je rends. Et une fois que j'ai finalement tracé la mienne, le silence qui a suivi n'était pas de la distance. C'était la liberté. Si vous avez déjà reconstruit votre paix depuis zéro, vous n'êtes pas seul.